Aujourd'hui, le sponsor de Métamorphose est le complément alimentaire Eumin-Krill NKO. Vous connaissez ? Eumin-Krill NKO est à notre connaissance le seul complément alimentaire qui utilise de l'huile de krill NKO garantie 100% pure. En fait, c'est un des plus puissants antioxydants et donc anti-âge connus. Sa composition riche en oméga 3 est bonne pour le moral, le tonus et la concentration. Alors, pour découvrir cet incroyable produit, retrouvez Eumin-Krill NKO sur le site Eumin, OEMINE-nature.com. Et spécialement pour vous, les auditeurs de Métamorphose, avec le code promo META1, profitez de 20% de remise sur tout le site. Merci à eux de soutenir ce podcast. Pour votre santé, bougez plus. Bienvenue dans la saison 4 de Métamorphose. Chaque semaine, je vous invite à la découverte de sujets lumineux avec des personnalités qui portent une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h. Et si nous dynamitions nos limites pour apprendre à penser différemment le quotidien, lorsque nos habitudes nous font emprunter la pente glissante d'une calcification de la pensée, il est urgent d'appeler les aérateurs d'idées, comme mon invité nous le rappelle, les modèles inspirants autour de nous qui nous permettent d'abattre des cloisons résistantes et parfois effrayantes. L'auteur que je reçois aujourd'hui nous invite dans son dernier livre, Les Magiciens, aux éditions Albin Michel, à partir à la rencontre de ces maîtres cachés, ceux qui ont marqué et marquent encore sa vie, célébrités ou gens de l'ordinaire. Car si ces défenseurs de croyances, comme il s'amuse à les appeler, nous enchantent ou nous provoquent, ils sont aussi là pour nous apprendre qu'en sortant du cadre, on peut dépasser ses peurs et augmenter peut-être son bonheur. Pour nous présenter ces protocoles de désobéissance, je suis ravie de recevoir à nouveau le romancier et magicien donc, Alexandre Jardin. Bonjour Alexandre. Bonjour. Alors bonjour à toutes et à tous. Alors vous démarrez Alexandre votre livre avec un hommage en citant le penseur Pablo Neruda, ce fameux poème que tout le monde connaît plus ou moins où l'on meurt de nos habitudes. Est-ce que vous avez envie de nous lire en introduction ? Allez. Avec délice. Il meurt lentement celui qui devient esclave de l'habitude, refaisant tous les jours les mêmes chemins celui qui ne change jamais de repère, ne se risque jamais à changer la couleur de ses vêtements ou qui ne parle jamais à un inconnu. Il meurt lentement celui qui ne voyage pas, celui qui ne lit pas, celui qui n'écoute pas de musique, celui qui ne sait pas trouver grâce à ses yeux. Il meurt lentement celui qui évite la passion. Il meurt lentement celui qui ne change pas de cap, celui qui ne prend pas de risque pour réaliser ses rêves, celui qui, pas une seule fois dans sa vie, n'a fui les conseils sensés. Pablo Neruda, professeur de pensée différente. Quelque part, on pourrait presque s'arrêter là, parce qu'il y a tellement de choses dans ce poème. Alors, en premier titre de chapitre, vous parlez de s'évader du connu. Je me suis demandé quand même si c'était une référence à Krishnamurti qui parlait de se libérer du connu. Alors, je vais vous surprendre, je n'ai jamais lu Krishnamurti. Mais c'est le point commun de tous les magiciens de mon livre. Il s'évade, il s'échappe. Et je n'ai jamais encore plongé dans l'œuvre de Krishnamurti, parce que pour l'instant, quelqu'un ne m'y a pas emmené. Et ce que je raconte dans mon livre, c'est l'histoire aussi des gens qui m'ont ouvert la porte. Derrière chaque magicien qui a modifié mon regard sur la vie, il y a eu quelqu'un. Quelqu'un qui a été la passeuse, le passeur. Et c'est comme ça que je suis rentré le plus profondément possible dans des conceptions du monde que je ne soupçonnais pas. Alors peut-être je vous enverrai quand même le lien qu'on a fait récemment. On a fait un podcast sur Krishnamurti avec sa biographe. C'est peut-être vous. Voilà, c'est peut-être Métamorphose. En tout cas, je vous l'enverrai, puis vous me direz. Oui. Voilà, c'est vrai que sa biographie qui vient de reparaître fait à peu près 700 pages. Et là, on a fait un podcast de 45 minutes, un petit peu ardu. En tout cas pour moi, en tant qu'intervieweuse, mais je vous l'enverrai. Voilà, et vous me direz. Volontiers. Alors, ce livre, je le disais en introduction, vous présentez à travers la vie de ces magiciens que vous avez choisis des protocoles de désobéissance.
Et vous dites aussi qu'il vous trotte dans la tête depuis votre adolescence, qu'il est aussi une forme d'autoportrait, une sorte de carte un peu de votre mental, de votre imaginaire, de vous en fait, Alexandre. C'est un livre complètement subjectif. Tout le monde peut écrire C'est magicien, et tout le monde écrira un livre différent. J'ai vraiment fait le choix, non pas de faire une galerie de portraits, mais une galerie de rencontres. Ce sont des gens que j'ai rencontrés ou physiquement, ou spirituellement, ou intellectuellement, ou affectivement. Des gens triés sur le volet sur 3000 ans, mais qui ont tous ce point commun, c'est qu'ils ont réveillé ma pensée, ils ont réveillé ma conscience, ils m'ont fait changer de niveau. Ils m'ont tous interrogé si puissamment que je n'ai toujours pas de réponse. Et je pense que quand une pensée est très très puissante, quand un comportement est très puissant, ça fait de nous une femme ou un homme question, et non pas une femme ou un homme réponse. Ce sont des gens qui sont, à mes yeux, des ouvreurs. Ce sont des gens que l'on peut méditer tout le temps, que leur action a été politique, qu'elle a été celle de Philippe Petit, par exemple, qui est un des plus grands funambules de tous les temps, qui en 1976 est passé entre les deux tours du World Trade Center à New York. Philippe Petit ne fait qu'ouvrir des questions, parce que son art du funambulisme, et le livre qui est prodigieux qu'il a écrit là-dessus, en fait un art de la vie, et non pas du tout un art de la mort. Par le risque, il nous invite à l'antithèse de la vie prudente qui est recommandée par nos sociétés modernes. On va en parler longuement, évidemment, à travers, on ne va pas passer en revue, évidemment, ces 40 protocoles de désobéissance et ces 40 personnages, mais on va plonger dans certains. Voilà, j'ai tiré certains fils de votre livre. Alors, vous dénoncez, vous venez de le dire, les normalisants et le confort intellectuel. On a l'impression quand même, vous, Alexandre Jardin, que vous venez quand même d'une famille hors norme, si tant est qu'il puisse y avoir des gens qui sont dans la norme et des gens hors norme. C'est toujours un peu questionnant, cette idée un peu d'étiquette. Mais chez vous, c'est assez flagrant. Quand on lit un peu les galeries de personnages, en passant par votre père, votre mère, les livres que vous leur avez consacrés, votre sœur aussi, à qui vous rendez hommage, c'est très poignant aussi dans ce livre. Votre grand-mère en Suisse, évidemment, Jean Jardin, votre grand-père, hors norme à sa manière, pas forcément de la bonne manière, avec des guillemets. Qu'est-ce que vous pensez du poids, justement, du transgénérationnel ? Je pense que c'est une chance incroyable de naître dans un lignage de gens dangereux. De gens habitués aux sorties d'autoroute. C'est une chance absolument incroyable parce que très très rapidement, je me suis rendu compte que le monde visible était porté par des piliers qu'on pouvait déplacer. Et que le monde invisible également, je me suis rendu compte qu'il était possible de dire non à la fatalité. Il était possible d'élargir sans cesse la réalité. Quand je suis en voiture avec mon papa et qu'on revient de week-end, on est sur l'autoroute et tout à coup papa me dit « Tu vois ce panneau autre direction ?» Si on le suivait, si on allait à autre direction. Et au lieu que ça reste un défi philosophique, il donne le coup de volant. Et c'est arrivé plusieurs fois. Et une fois, on a fini à Rome. Et ce voyage à Rome, totalement impromptu, totalement fou, quoi, a été un moment d'initiation à la grande liberté. Je me suis rendu compte qu'on pouvait pour de vrai donner le coup de volant, quoi. Une autre fois, on a fini dans un monastère. J'ai cru qu'il allait embarquer la bonne sœur. Je veux dire, papa était si profondément déroutant, si profondément capable de suivre les autres directions réellement, que pour un enfant, c'était à la fois paniquant et prodigieux. Prodigieux. C'est-à-dire que je savais que tous les gens qu'on pouvait voir au journal de 20h et qui nous assénaient des vérités
avait tort, que le monde était beaucoup plus vaste. Ma grand-mère, par exemple, n'avait pas de papier d'identité. Elle était contre. Je m'en suis rendu compte un jour, lorsqu'elle m'a demandé de la ramener en France. Elle habitait en Suisse, pour retrouver un ancien amant, en Normandie. Et quand je lui ai dit, mais pour la frontière, il me faut un passeport, elle m'a dit, je n'en ai pas. Et je lui ai dit, tu n'as pas un passeport périmé? Elle m'a dit, non, je suis contre. Et je lui ai dit, mais c'est pas une opinion, un passeport. Il en faut, hein. Il en faut, hein. Et elle me répond cette phrase prodigieuse, elle me dit, je sais qui je suis. Et je lui dis, mais le douanier... elle me dit, chérie, pourquoi veux-tu que cet homme ait plus confiance en un bout de papier qu'en moi? J'existe. C'est poignant, hein. C'est poignant. Ouais. Et en fait, c'est quelqu'un qui s'est toujours défini. Et quand je lui ai dit, mais il faut que tu prouves que tu es française, elle m'a regardé effarée, et elle m'a dit, mais que veux-tu que je sois d'autre? C'est-à-dire qu'elle ne permettait pas à autrui de prendre le pouvoir sur la définition de son être. D'ailleurs, c'est elle qui vous parle la première de James Cook, qu'on charge en 1768 de patrouiller à bord d'un navire dans les mers du Sud pour prouver la non-existence de terre australe. Alors, c'est vrai qu'il n'y avait jamais eu une telle expédition qui est destinée à infirmer une spéculation géographique. Oui. Ça pose cette grande question que vous posez de la destruction des mythes sans cesse fabriqués à la fois par notre cerveau ou par des croyances. Aujourd'hui, pour avancer dans le réel, loin des illusions, ou dans une forme de réel, d'ailleurs, quel réel, quelle vérité, c'est aussi toute la question. Comment est-ce qu'on peut faire? Comment faites-vous, vous? D'abord, quand elle me parle de l'expédition de James Cook, elle m'en parle pour me montrer qu'il y a des gens qui sont montés sur des bateaux, pas pour aller découvrir un endroit, mais pour aller détruire des mythes. Et donc, je savais qu'il y avait des êtres humains qui, avant nous, avaient été capables de ça. Parce qu'à l'époque, au XVIIIe siècle, régnait encore le mythe d'un grand continent austral. Le cerveau humain avait fabriqué cette folie. Les êtres humains imaginaient qu'il y avait une sorte de balancier, qu'il y avait une sorte d'équilibre. S'il y avait autant de terre au nord, il devait y en avoir autant au sud. Et donc, était né ce mythe d'un grand continent austral. Et elle me fait comprendre que je vais pouvoir monter sur des Endeavour dans ma vie. Qu'il est possible de se comporter comme James Cook. Que ça fait partie de l'aventure humaine. Que lorsqu'on part en expédition, on peut y aller pour découvrir ou pour découvrir qu'un mythe est un mythe. Ça a été très important pour moi. Ce sont des enseignements qui sont des initiations. Et toute ma vie, quand ensuite j'ai été étudiant, je me suis toujours demandé si ce qu'on m'enseignait était un mythe ou si ça avait la moindre vérité. Alors que je voyais bien que quand j'étais à Sciences Po, personne ne posait la question. Est-ce que le PIB, ça existe? Vous avez déjà rencontré un PIB au coin de la rue? Est-ce que c'est un mythe? Est-ce que ce qu'on appelle le taux de croissance est un mythe ou est-ce que ça a une réalité? Je dis ça peut sembler très provocateur, parce que tout le monde considère que c'est une donnée tangible, mais c'est pas tangible. Ce sont des conventions avec lesquelles les êtres humains fonctionnent. Et donc, très tôt, elle m'a fait comprendre qu'il y avait plein de continents austral bidons. Puisqu'on était sur le transgénérationnel et les mythes et les croyances, c'est vrai que vous avez quand même fait la peau, entre guillemets, au mythe de votre grand-père, pas votre grand-père lui-même en tant que personne, mais en tout cas à ce mythe à travers votre livre qui a été reçu de manière à la fois encensée et à la fois très critiquée. Et vous dites que vous avez libéré vos enfants de cela. Pour vous, c'est important en tant que père et qu'être humain de faire ce travail, de pouvoir aussi libérer les générations suivantes de ces mythes. Tant que les mythes familiaux fonctionnent, ils ont un effet pervers. En fait, ils vont séparer du réel. Tant qu'on ne va pas voir dans les placards mythologiques des familles, tout à coup, ces mythes fonctionnent.
et surtout induisent une sorte de crainte devant la réalité et rendent au fond le réel impossible. Et je me souviens, quand j'ai sorti ce livre qui s'appelle « Des gens très bien », sur mon grand-père, prodigieusement collabo pendant la guerre, mon fils, troisième fils qui était en troisième, a été pris à partie dans sa cour de récréation. Et des gosses lui ont dit « On a entendu ton père à la radio, en fait, dans ta famille, ils ont tué des juifs. » Et je lui ai dit « Qu'est-ce que tu as répondu ?» Et mon fils m'a dit « J'ai dit oui. » Je me suis pas dérobé. Et il me dit, ça leur a coupé le sifflet parce qu'ils pensaient que j'allais me défendre. Et il me dit ensuite, j'en ai parlé avec mes copains, t'as bien fait de le faire, j'aurais pas à le faire. Et c'est vrai que c'était pas dramatique pour lui à partir du moment où c'était dit. C'était comme ça. On allait faire avec. Alors que tant que c'est un mythe, ça entretient un rapport compliqué avec la réalité. Et c'est pour ça que les pays qui ne vont pas avoir leur continent austral, les familles qui ne vont pas avoir leur continent austral, bidon, elles fonctionnent moins bien. Elles fabriquent des névroses, elles fabriquent des suicides, elles fabriquent des anxiétés qui sont parfaitement inutiles et stupides. D'ailleurs, presque parfois, vous provoquez ces séismes ou ces crises ouvertes, vous les appelez. Vous dites les séismes les plus aigus dans nos vies sont presque toujours des pochettes surprises quand toujours. Elles arrivent, ou parfois quand on les provoque. Et vous dites, vous rallumez des crises ouvertes, par exemple avec votre maman. Et là, vous citez le livre de Zweig sur Magellan. C'est un livre prodigieux. La biographie de Magellan par Stefan Zweig, ça a été une révélation pour moi. Parce qu'on comprend dans ce livre, et il ne le dit pas comme ça, mais on le comprend, que si Magellan réussit le premier tour du monde, c'est parce qu'il provoque sans arrêt des crises. Alors qu'on est tous éduqués dans l'idée qu'il faut éviter les crises. Or, lui, il a une crise latente sur son bateau parce que tout son équipage est persuadé qu'il ne sait pas où il va. Ce qui était vrai. Et donc l'équipage pense qu'ils vont mourir. Ils pensent tous qu'ils vont mourir. Donc, ils sont tous au bord de la rébellion, et quand il sent que c'est inévitable, il la provoque au bon moment, au moment où il le choisit. Et il y a même un moment où il va abandonner une partie de son équipage en Patagonie pour pouvoir continuer. Mais on comprend que la première circumnavigation autour du globe n'est réussie que par un homme qui n'a pas peur des crises. L'extraordinaire réussite de ce voyage tient à la non-peur des crises. Et c'est un vrai magicien. Et je pense souvent à Magellan. Je me dis que c'est un homme ressource pour moi. Ça nous renvoie peut-être à cette phrase aussi de Pierre Rabhi qui disait que la vie n'est qu'une succession de problèmes à résoudre. Alors peut-être que le mot problème à résoudre n'est pas très optimiste. Moi j'aime assez peu cette formulation, mais ou peut-être on pourrait dire de défis, ou de, comme vous disiez, une succession de crises ou de séismes ou d'opportunités, on pourrait dire finalement. D'opportunités pour penser différemment. Parce qu'en général, s'il y a une crise, c'est que le schéma mental dans lequel on est ne fonctionne pas. Il est bloqué. En ce moment, on vit dans des pays, par exemple, où il y a un surendettement général. Bon. C'est bien évident que si on continue à raisonner avec un taux de croissance faible, on ne peut pas rembourser. On est financièrement complètement coincé. Donc, on va devoir penser autrement. Et je prends cet exemple, mais c'est valable dans votre économie psychique personnelle. C'est-à-dire, en fait, à chaque fois que vous êtes en crise, c'est que le problème n'est pas dehors, il est à l'intérieur. Ça veut dire que votre conception du monde et votre conception du problème est pauvre. Ça veut dire que vous devez vous élever à un autre niveau pour trouver une porte de sortie à un niveau très inattendu.
il y a cette femme dont je parle dans mon livre qui était une ancienne déportée que j'ai croisée dans une salle d'attente d'un hôpital d'oncologie, de cancérologie, et on a parlé de la peur. Et elle n'avait pas peur. Et elle m'a parlé, c'est elle qui m'a fait découvrir l'homme qui, en 1432, le Portugais, c'est le premier qui va voir derrière ce qu'on appelait le cap de la peur. C'est-à-dire que tout le monde en Occident et en Orient s'arrêtait depuis 1000 ans. Je veux dire, ça avait un statut de vérité. Tout le monde s'arrêtait au large de la Mauritanie. Et tous les navigateurs pensaient que s'ils continuaient, ils allaient tomber. Ou alors la mer allait bouillir, ou ils allaient être avalés par des monstres. Mais que l'on tombe ou que l'on soit bouffé par des monstres, c'était infranchissable. Et cette femme me fait découvrir ce Gilles et Hans, dont le bateau est armé par un Portugais qui s'appelle Philippe le Navigateur, qui veut qu'un navigateur aille voir derrière. Première expédition, les marins se rebellent, impossible. Deuxième, Gilles et Hans parvient à les mater. Ils prient tous la Sainte Vierge en avançant mètre par mètre, en pensant qu'ils vont tous mourir et qu'ils vont tomber. Finalement, ils naviguent jusque dans le golfe de Guinée, ils reviennent tout de suite au Portugal, et ils disent à Philippe, le navigateur, au Portugais, ils disent « on tombe pas ». On a franchi le cap de la peur. Et en fait, le breaking point mental qui fait que tout à coup le globe va exister, il a lieu ce jour-là. Quand un être humain va voir derrière la peur collective. D'ailleurs, c'est intéressant parce que vous avez ce mot sur l'involonté, cette force qui permet de franchir ces caps de la peur, puisque vous parlez de la peur. Et vous allez aussi le découvrir avec cette expérience de pouvoir marcher plusieurs fois sur les braises. C'est votre maman qui vous invite à faire cette expérience. Elle, d'ailleurs, elle aura une expérience, vous l'expliquez, qui tournera une fois pas très bien. Tragique pour elle. C'est vrai que elle a brûlé. Tragique, ouais, c'est ça, elle a brûlé. Donc, vous ne détaillez pas, mais en tout cas, voilà. Et vous dites aussi que chez les Jardins, le mot prudence sans l'ignominie, voire la bassesse, vraiment. Donc, cette force, cette involonté, cette idée de franchir le cap des peurs, c'est vraiment quelque chose qui est quand même dans l'ADN, encore une fois, un peu familial. C'est ma mère qui, au moment de l'adolescence, m'inscrit à ce stage de marche sur le feu. Il n'y a pas beaucoup de mamans qui, aujourd'hui, enverraient leur enfant marcher sur du feu. Non, puis en plus, maintenant, c'est revenu un petit peu à la mode, mais je dirais qu'il y a ça semblait complètement une quarantaine zarbi, d'années, c'était un peu tiré par les cheveux. Oui. Oui. Mais ce que vous appelez l'involonté, je l'ai trouvé par un auteur que je vous invite tous à découvrir si vous ne le connaissez pas, qui s'appelle Romain... son livre prodigieux s'appelle De l'usage du vide. De l'usage du vide, c'est un livre qui enseigne, qui fait sentir à quel point la volonté est notre pire adversaire pour atteindre les objectifs qu'il appelle les états optimaux, c'est-à-dire tout ce qu'on souhaite. Vous endormir le soir, essayez avec la volonté. Plus vous allez être tendu, moins vous allez vous endormir. Tomber amoureux. C'est clair. Être dans un état de légèreté et d'insouciance. Vous pouvez pas vous ordonner. Sois insouciante. Ça marche pas. C'est-à-dire, tout ce qui ne fonctionne pas par la volonté, c'est colossal dans notre vie. Alors que le mythe de la volonté de faire qui permet d'atteindre ses objectifs est très très puissant dans notre société. C'est terrible. Je lutte très souvent contre ce mythe. Tout le temps, on nous demande. Et c'est un frein. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Oui. Où serez-vous dans 10 ans ? Voilà. Etc. Effectivement. Et c'est un frein colossal. Alors que Romain Graziani, l'auteur de l'usage du vide, apprend à monter la voile et à l'orienter, au lieu de souffler sur la voile. Et donc à faire une confiance illimitée en l'intelligence de la vie, si on oriente son cœur et son âme dans une certaine direction. C'est-à-dire, il n'incite pas du tout à l'inaction, il enseigne l'involonté. C'est un livre qui a été majeur pour moi. Au moment où je rencontre celle que j'aime,
ma compagne canadienne, j'en suis à un moment de ma vie où je n'y crois plus. Je pense que ma vie va être une grande fragmentation de rencontres, mais pas... je pense que la forme d'amour que je recherche n'est pas possible. Bon. Et c'est finalement au moment où je ne suis plus du tout dans la volonté qu'elle surgit, de la manière la plus inattendue, par Twitter. Et je rencontre ma femme, alors qu'on est tous enfermés en Europe et en Amérique du Nord, au fond de l'Ontario, anglophone. Ça ne devait pas arriver. Mais il y a eu un moment de relâchement où je n'ai plus voulu. Et où j'ai fait un bon usage du vide. Et elle est apparue. Et il est apparu. Et pourtant, à un moment, vous parlez et vous allez nous raconter l'inspiration d'Ératosthène, cet astronome, géographe, philosophe, mathématicien gréco-égyptien. C'est dur à dire tout ça. C'est vrai que vous dites en même temps, paradoxalement, que vous avez appris à croire en vos raisonnements plus qu'en ce que vous percevez avec vos propres sens, à réfléchir plus qu'à voir. Et vous citez aussi ce que vous disiez à l'instant, que votre folle amoureuse là, vous a appris, cet être, vous dites obsessivement perfectionniste, vous a appris à érotiser votre propre réflexion en la faisant changer de niveau. Alors, du coup, j'arrive plus bien à saisir s'il faut penser de manière rationnelle pour voir et donc être guidé, avec une forme de volonté, parce qu'on a l'impression qu'il y a quand même dans cette pensée rationnelle quelque chose de la volonté qui précède. Chez Ératosthène, oui. Voilà, et en même temps, l'abandon au flot de la vie, à la vie même, est ce que vous venez d'écrire avec beaucoup de beauté et de poésie. Je crois que le début de la pensée différente, c'est d'arrêter de chercher de la cohérence. Je crois que c'est une forme de folie, la cohérence. La vie ne fonctionne pas comme ça. Ça marche par vagues. C'est-à-dire que si vous cherchez à rentrer dans une direction, c'est le début de la folie. Vous passez à côté du génie de la vie, qui est fait d'incohérences prodigieuses. Par moments, il faut avoir recours à l'involonté. Dans d'autres moments, suivre complètement sa pensée en se défiant de son œil est la grande sagesse. Et Ératosthène, pour les gens qui ne le connaissent pas, c'est un Égyptien qui est en gros en 600 avant Jésus-Christ. On lui dit un jour, il a l'intuition que la Terre est ronde, à force de scruter les étoiles. Et on lui dit un jour qu'à Assouan, le jour du solstice, le soleil se reflète au fond d'un puits. Donc il en conclut qu'à Assouan, ce jour-là, il y a une verticalité du soleil, de l'astre, qui tape au fond d'un puits. Donc il va, ce jour-là, mesurer la hauteur d'un obélisque à Alexandrie et la longueur de l'ombre. Il obtient un calcul très simple, le rapport entre la hauteur et l'ombre, et il voit qu'il y a un arc de 7,5%. Et il va envoyer un chameau jusqu'à Assouan pour avoir la distance entre Alexandrie et un chameau, parce que le pas régulier du chameau permettait de calculer les distances à l'époque. Il a la distance, il a l'arc. Il en déduit l'arc global de la Terre. Et il va calculer à partir de l'arc la circonférence du globe. Il se trompe de 400 km. Ça paraît à la fois tellement simple et tellement prodigieux, en fait. C'est prodigieux de liberté, parce que personne à l'époque ne pense comme ça. Je pense que quand il est rentré chez lui et qu'il a expliqué ça à sa femme, elle a dû le prendre pour un dingo. Ouais, c'est ça. Non, mais, quand il lui a dit qu'il avait calculé la circonférence du globe, ça ne s'insérait dans aucun substrat mental qui permettait de rendre l'information acceptable. Et donc, il y a tout le temps, dans l'histoire humaine, quelqu'un qui arrive et qui pense autrement. Et qui s'évade du connu. Il y en a tout le temps. Mais au fond de l'Égypte, comme aujourd'hui. C'est le propre de notre espèce. Et donc, si on cherche à mettre trop d'ordre,
c'est pour ça que ce livre est un grand désordre. Je pense que quand on étudie vraiment le cœur même de la vie, par la pensée différente, le fonctionnement de la vie, il ne faut surtout pas rentrer dans une recherche de logique et de priorisation. Non, il faut accepter le génie humain dans sa splendeur multiforme. C'est ça. D'ailleurs, nous, on ne fait pas du tout une interview linéaire de votre livre, puisqu'on n'a pas commencé par le début. Et du coup, je vais revenir à votre premier maître, qui est, en tout cas, celui que vous mettez en premier dans le livre, qui est l'arbre, oui. Qui est l'arbre ou la forêt. Et vous dites que vous ressentez une sensibilité qui vous donne vraiment cette joie d'appartenir au vivant. Et d'ailleurs, vous employez après cette formule dans vos protocoles, qui est vraiment cette vie vivifiée. Oui. C'est 2 fois la vie, quand même, dans cette formule. Pourquoi est-ce que c'est un des premiers maîtres pour vous, l'arbre, finalement ? Ça a été un vrai choc. Je pensais, comme la plupart des gens, que les arbres étaient stables, ne bougeaient pas. Pour moi, c'était vraiment le symbole de la fixité, avec des racines, ça ne bougeait pas. Et quand j'ai fini par comprendre que les arbres bougent sur le globe, et qu'ils bougent à toute allure, ils bougent très vite. Simplement, ils ne bougent pas, leurs espèces ne bougent pas dans le même espace-temps que moi. C'est pour ça que j'ai l'impression qu'ils sont fixes. Mais en réalité, ils ont une puissance d'adaptation sur le globe absolument inouïe. Maintenant qu'on commence à percer les secrets de leur communication entre eux, comment ils se protègent, comment ils se soignent, comment ils se déplacent. Tout à coup, je me suis dit, mais alors ta pensée t'a enfermé dans un espace-temps totalement absurde. Ces êtres vivants, d'abord, sont prodigieusement vivants, prodigieusement en mouvement, avec une capacité d'adaptation impressionnante, ont le sens de la famille. Maintenant qu'on commence à percer leur mode de communication, ça a été... En fait, tous mes magiciens, là c'est un arbre à travers un livre, vous trouverez le titre du livre dans le mien, un livre allemand. Oui, qui est aux arènes, là. Oui, oui, un livre prodigieux. Qui a eu un succès fou, d'ailleurs. Oui, mais tant mieux, livre, tant mieux, parce que c'est vraiment un document important. Et tout à coup, je n'avais rien vu jusqu'à ce que je prenne conscience de ça. Or, tous mes magiciens nous font changer de niveau de conscience. Et une fois qu'on a vu le monde à travers eux, il y a un effet de cliquet. On ne peut plus faire comme si on n'avait pas vu. C'est ça. D'ailleurs, vous dites à ce sujet que vous ressentez une sensibilité qui vous donne la joie d'appartenir au vivant, comme je le disais, et qui permet de décloisonner notre pensée prévisible qui touche peu le cœur. Qui est très souvent, quand on raisonne, il est rare qu'on ait le cœur intelligent. Notamment parce que dans notre culture, on a relativement scindé les deux. À l'école, on vous dit, vous êtes littéraire ou scientifique ? Oui, c'est ça, la dualité. Oui, ce qui n'a aucun sens. C'est la vie secrète des arbres. Oui, la vie secrète des arbres. Or, à partir du moment où vous commencez à déplacer votre pensée, en ayant l'air d'un solide fêlé, si vous commencez à dire ça à des gens qui n'ont aucune connaissance de ce type, vous passez pour un givré. Mais quand vous commencez à entrer dans des pensées différentes, d'abord vous rencontrez des gens comme ça, qui vous initient à d'autres pensées différentes. Et c'est aussi ce que j'ai voulu montrer dans mon livre. C'est-à-dire, alors ça peut aller dans un sens positif comme dans un sens parfois effrayant. Moi, je découvre les techniques financières du banquier d'Hitler à l'époque où je menais l'enquête sur mon grand-père Collabo. Et j'avais vu dans un documentaire un type qui m'avait fasciné par sa lucidité, sa capacité à évoluer, qui s'appelait Christian de la Mazière, qui était dans un documentaire incroyable sur la France sous Vichy, qui s'appelle Le chagrin et la pitié. Et j'entends cet homme qui avait été Waffen-SS. C'est-à-dire quand même, il n'y a pas plus loin de moi. Et je l'ai retrouvé, et je voulais qu'il me parle de mon grand-père. En fait, je voulais avoir un autre regard de l'intérieur, c'est-à-dire d'un autre point de vue. Et
Et c'est en discutant avec cet homme que je découvre le banquier d'Hitler. Et l'incroyable novation. Et quand je rentre à Sciences Po, je cherche dans la bibliothèque. Je ne trouve rien. Rien. C'est-à-dire, et je me rends compte qu'à ce moment-là, au fond, on ne m'apprend que des théories brumeuses qui n'ont jamais fonctionné, comme Keynes ou Milton Friedman. Ça n'a jamais réparé le monde réel. Ça n'a jamais marché, en fait. Parce que ça n'a pas marché. Bon, alors qu'il y a des économistes qui ont marché, simplement, notre cerveau les catalogue, sans doute à raison d'ailleurs, comme des gens infâmes, et donc on ne va pas voir. C'est-à-dire qu'au fond, on a peur d'aller voir. Et je comprends d'ailleurs cette peur, mais dès qu'on borne son esprit avec des peurs, hein, ben on passe à côté de l'extravagant génie humain qui se moque de la morale. Et ça, c'est très choquant. Parce que la pensée différente, c'est à la fois le tout est possible, mais c'est aussi le tout est permis. Oui, puis on se prive d'une compréhension que finalement, chaque être humain est dans son monde d'une certaine manière et comment j'entre en résonance avec le monde de l'autre. Oui, parce qu'on en a peur. On en a peur. Mais moi, j'ai beaucoup mieux compris mon grand-père en allant voir ce type qui avait été Waffen-SS. Parce que au moment où il m'a raconté comment il était sorti de l'état d'hypnose fou dans lequel il était, jeune homme, j'ai mieux compris aussi les fascinations terrifiantes de mon grand-père. Oui. Et puis, moi, je trouve que c'est vraiment cette idée-là que vous évoquez, que personne ne perçoit le même monde et que plusieurs réalités cohabitent. Il y a un autre exemple que vous donnez, qui est cet exemple très fort. Parmi vos rebelles favoris, il y a évidemment Nelson Mandela, auquel je suis évidemment très sensible aussi. Et ce passage qui vous marque, qui est la relation aussi avec son gardien de prison, qui va délivrer de son inhumanité, qui a été normalisée par la société. Et ça, c'est aussi un autre exemple. Ah, c'est extraordinaire. J'ai trouvé ça dans les mémoires de Mandela. Il y a ce moment où il est enfermé sur l'île, dans cette prison qui est un cauchemar, et il est avec ses compagnons de combat, et il prend cette décision qui va être historique pour le destin de son peuple. Il prend la décision, au lieu de rendre son humanité au jeune gardien qui le regarde comme un singe. Et il considère que cet homme a quitté son humanité, que son premier devoir éthique, c'est de passer son temps de captivité à lui rendre son humanité. Mais quand il commence à parler de ça avec les autres, qui sont des durs, hein, qui ont fait de la lutte armée, ils le prennent quand même pour un givré. Hein. C'est ça. Mais ses compagnons de combat, c'est pas évident qu'ils ont envie de rendre leur humanité à une bande de montagnes de muscles nazis. Eh ben, il va faire ça. Et ce qui est prodigieux, c'est que quand il sort, après, je ne sais plus combien, 27 ans, je ne me souviens plus du chiffre exact, mais enfin un nombre d'années extravagant, quand il sort, cet homme devient son valet de chambre. Oui. C'est-à-dire que le type a rencontré en Mandela le grand homme de sa vie. L'homme qui l'a élevé, qui lui a rendu son humanité. Et quand il sort fort de la certitude que l'on peut rendre son humanité à un homme. Donc le leader qui sort de prison n'est plus le jeune homme qui était encore dans la lutte armée. C'est un homme qui sort avec une dimension, il a complètement changé de niveau. Et il va faire en sorte que l'Afrique du Sud échappe au bain de sang. Mais tout se joue dans ce voyage intérieur qui va provoquer une mutation interne, à la fois chez le jeune homme un peu nazi et chez lui. D'ailleurs, vous, on a le sentiment que cette mutation, vous la vivez avec votre compagne et vous ne vous en cachez pas, bien au contraire. Vous étiez venu nous parler de l'amour dans le podcast. On avait fait un podcast numéro 204 là ensemble et on avait beaucoup parlé de ça.
Et c'est vrai que vous dites que vous découvrez avec sidération qu'on ne devient réellement soi-même que par l'autre. Là, à l'instar du bourreau finalement de Mandela qui devient son disciple d'une certaine manière. Et que c'est vrai que on devient soi par l'autre, vous le dites, et que le vrai voyage est hors de soi-même, vous dites même. Oui, le vrai voyage est hors de soi. Et c'est vrai que cette femme... par sa féminité, j'ai accédé à un tout autre état de conscience. Sa spiritualité m'est devenue naturelle, alors que je n'avais pas la moindre vie spirituelle avant. Mais pas la moindre. Vous disiez, oui. Vraiment. Sa féminité m'a changé de dimension. Et j'ai fini par me demander si c'était pas le job des femmes C'est marrant parce que vous dites ce mot, sa féminité. Ah oui, que je ressens, mais à un point. Voilà, et non pas le principe féminin. Vous pourriez dire le principe féminin. Là, c'est vraiment sa féminité, c'est-à-dire c'est sa façon d'être femme au monde qui vous inspire comme ça. Qui chaque jour me rebascule dans une logique de cœur intelligent, dans une logique de conscience, dans un changement de regard. Je suis complètement sorti de tous les ressentiments que j'ai pu avoir en sortant à l'époque de mon deuxième divorce, où j'avais gardé des griefs. Elle m'a complètement sorti de ça. Elle m'a profondément fait comprendre que les êtres humains font du mieux qu'ils peuvent. Je l'avais pas vu. Et ça, je refais le lien à nouveau avec un film, parce qu'il y a aussi vos films inspirants, des sortes de films. Il y a des arbres, des films, C'est ça. Et donc, vous parlez de cette grâce qui gît dans l'ordinaire des jours de misère. Et ça, c'est la ruée vers l'or de Charlie Chaplin qui vous inspire. Et ça fait certainement écho, et vous ne faites pas forcément cette boucle, mais avec votre grand-père qui a enterré à Vevey, qui était la ville aussi où a vécu Charlie Chaplin. C'était notre voisin. Mais Chaplin s'échappe de la vulgarité du monde en collant de la poésie dans n'importe quoi. Il y a cette scène prodigieuse, qui a agi sur moi comme un révélateur incroyable, qui est cette scène où il plante 2 fourchettes dans 2 petits pains, dans la ruée vers l'or, et il fait danser les 2 petits pains comme si c'était des jambes de danseuse. Et tout à coup, on est dans un décor de misère absolue, et on bascule dans la grâce totale, avec 2 fourchettes, 2 petits pains. Il ouvre la possibilité de la poésie totale dans l'endroit le plus inattendu. Je me suis vraiment rendu compte que l'on pouvait vivre notre part de poésie n'importe où. Dans le métro, n'importe où. C'est ça, Chaplin. C'est un ouvreur un ouvreur de poèmes. Et on a commencé par le poème de Pablo Neruda. Et vous parlez aussi d'héroïser notre destin. Et à plusieurs reprises, vous observez ou vous avez des histoires qui sont liées à ça et qui vous frappent beaucoup, notamment celle que votre compagne vous partage. Alors, je ne sais pas si vous, auditrices et auditeurs, vous la connaissez, la fameuse affaire des Yellow Ribbon au Canada. C'est prodigieux. C'est incroyable. Alors moi, j'ai eu des frissons, voire même presque des larmes en vous relisant, en fait. J'aimerais bien que vous nous la racontiez, parce que c'est fort. C'est elle qui m'a raconté ça. Pour les Canadiens, c'est évidemment plus populaire qu'en France. Mais au moment du 11 septembre, Bush panique et lance ce mot d'ordre « Shut down the planes », abattez les avions. Parce que n'importe quel grand courrier pouvait devenir une bombe pour une grande ville américaine. Ce qui relevait de la folie, parce qu'il y avait 80 000 personnes qui étaient en l'air. Mais il était évident que la chasse américaine n'allait pas abattre 80 000 personnes. Et donc, le directeur de l'aviation civile transforme la phrase du président en « shut down the aerospace », c'est-à-dire fermer l'espace aérien. Ouais, ce qui est déjà nettement plus... Oui, il s'est dit, je ne vais pas donner l'ordre de tuer 80 000 personnes. Non, mais en même temps, tout ça est au milieu d'une crise psychologique énorme. Quoi. Et donc, d'un coup, il ordonne à tous les avions qui survolent les États-Unis de sortir du territoire américain.
Et donc, dans la panique la plus totale, alors que c'est un univers totalement réglé et habitué aux procédures. Le monde des avions n'est pas un monde d'improvisation. Bon. Non. Tout à coup, il y a des centaines d'avions qui foutent le camp vers le Canada. Et l'aviation civile canadienne se retrouve à devoir faire atterrir, parce que les réserves de carburant ne sont pas des centaines d'avions qui ne sont pas prévus. Et eux-mêmes ont des grosses villes. Donc, ils ne veulent pas les faire atterrir près des grosses villes. Ils ont peur. Donc, ils vont délester vers des tout petits aéroports qui ne sont pas du tout prévus pour ça. Des centaines et des centaines d'avions long courrier. Hors toute procédure. Et au sol, rien n'est prévu. Donc, tout à coup, dans un univers surnormé, des gens complètement ordinaires vont devenir des héros. Vont devoir aller puiser en eux-mêmes des raisonnements hors toute procédure. Alors qu'ils sont entraînés aux procédures. Et ils ont tout posé, tout, sans perdre un avion. Et il y a une ville qui est restée mythique au Canada, qui est Gander, vers le Labrador, où il y a eu, je crois, 67 avions qui se sont posés sur une piste minuscule dans un bled où il n'y avait rien. Et tout à coup, il y a eu 67 Boeing et Airbus qui sont arrivés dans un village hors toute procédure. Et il n'y avait rien à l'arrivée, aucun parking, aucun truc. Et donc, ils ont dû aller puiser en eux-mêmes des ressources incroyables. Et ce qui m'a le plus intéressé, c'est que c'était des gens qui étaient rompus aux procédures. Donc, a priori, les gens les plus rigides. L'être humain est capable de tout. Il est capable de tous les raisonnements hors cadre quand il doit. Et l'histoire de la ville de Gander est bouleversante, quoi. C'est-à-dire que ces gens sont sortis d'eux-mêmes. Ils ont fait le voyage. C'est ça. Ils ont vécu une forme de transcendance, parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas d'autre mot. C'est-à-dire qu'on ne réfléchit pas à devenir un héros. On n'est pas du tout là-dedans. Ils ont changé de schéma mental. Et au pied levé. C'est ça. Au pied levé. Ils n'avaient pas le temps d'aller voir un thérapeute. Non, c'est ça. Alors, en parlant de thérapeute, justement, il y a le psychiatre Milton Erickson, et sa pensée souple, justement, lui, qui vous dit vraiment tout dans ma vie. Changer tout, enseigner l'essentiel. Vous vous qualifiez vraiment de véritable ericksonien. Qu'est-ce qu'il a changé profondément en vous? En quoi sa pensée vous influence-t-elle? Ça naît d'un univers de psycho, puisqu'il est thérapeute. Et il est psychiatre. Enfin, il est à la fois psychiatre et thérapeute. Mais Milton Erickson est vraiment le père, d'abord de toute l'école de Palo Alto. Et comme par hasard, il écrit très très peu, puisque toute son œuvre n'est que de l'induction. Donc, il existe essentiellement à travers Jay Haley, les Václavic, tous les gens géniaux de l'école de Palo Alto. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que ce père de la communication indirecte met en place des outils qui sont contre-intuitifs. Nous sommes tous élevés dans l'idée que quand on a quelque chose à dire à quelqu'un, on le lui dit. En utilisant des mots et une phrase. Et Milton Erickson est quelqu'un qui crée des situations. C'est un langage auquel nous ne sommes pas entraînés. Et dans ces situations, il va mettre en place toute une série de stratégies. Personne n'est éduqué avec un cerveau ericksonien. Je vais vous prendre des exemples d'applications, parce que ce que je trouve extraordinaire dans la pensée d'Erickson, c'est que ça naît de la thérapie. Pour l'instant, ça y reste. Mais je n'ai toujours pas compris pourquoi il n'y avait pas des stratèges militaires ericksoniens, pourquoi il n'y avait pas une politique routière ericksonienne. Pourquoi est-ce que l'éducation nationale n'a pas mis en place des stratégies ericksoniennes? Je vais vous prendre un exemple de communication indirecte, où l'on crée une situation, qui est quelque chose que j'ai vu il y a quelques années dans une banlieue parisienne, dans un bahut qui flambait tellement que les profs ont cessé de venir. Bon.
Et l'Éducation nationale a trouvé un type qui s'appelait Ignacio, je ne sais plus quoi, qui était le patron d'un lycée français à Bogota, habitué à des univers un peu folklore. Hein. Il a repris en main, et j'arrive 3 mois plus tard, et je rentre dans la cour, au milieu d'une cité, et je vois un jeune prof de musique avec une baguette, 200 élèves, et il leur faisait chanter un home. Pendant plusieurs minutes. Je regarde la scène, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe là-dedans? Il les met quasiment en hypnose, il les calme, il n'a rien dit. Il n'a pas dit calmez-vous. Il n'a pas dit rentrez dans les classes en rang. Et à l'issue de ça, il tape sur sa petite baguette, tac, tac, et les adolescents rentrent calmement en classe. On est au milieu d'une cité où tout flambait. Il n'y a pas eu de loi. Il n'y a pas eu de décision administrative. Il y a eu des gens qui se sont dit on va reprendre le contrôle autrement. C'est coût zéro. Hein. Des stratégies. Alors c'est très ericksonien tout ça. C'est-à-dire que tout à coup on crée un monde qui communique autrement qu'avec des mots. D'ailleurs, lui, il se mettait en résonance avec ses patients à travers la respiration, notamment. Ah oui. En fait, il rentrait dans la respiration des gens, il rentrait dans leurs gestes, il synchronisait ses clignements d'yeux. Et quand il traite en phase terminale un jardinier, pour le calmer et le faire sortir de ses souffrances, il ne va lui parler que de jardinerie, que de plantes. C'est-à-dire qu'il rentre dans son monde. Il y a un amour profond de ce qu'est l'autre être humain, au lieu de venir avec son petit bagage et dire « écoutez-moi ». Non. Il rentre dans le monde des autres. Et il se synchronise et il les ramène dans une accalmie. C'est un stratège de pur génie. Mais je n'ai toujours pas compris pourquoi ce génie de la pensée différente... Mais Milton n'est pas du tout intéressé par notre enfance, par exemple. Il n'a rien à foutre lorsqu'il reçoit quelqu'un. Il utilise les symptômes. C'est vraiment de la pensée différente. Et voire, il prescrit le symptôme, de manière à ce que la personne reprenne le contrôle de son symptôme. Mais pourquoi tout ça qui naît de la psycho n'envahit pas la pédagogie, n'envahit pas la manière de... Je suis sûr que si on réfléchissait de manière ericksonienne au problème de sécurité routière, on ralentirait de 20 km/h les gens sur les routes en retirant le permis à point. J'ai vu un truc là, au début de l'été dans un village. Je rentre dans un village et je ralentis très fort parce que j'ai cru que j'allais taper contre des blocs de marbre au milieu de la route. En fait, c'était un passage piéton en 3D, peint. Un trompe-l'œil. Et j'ai cru que ma voiture allait taper. Donc j'ai ralenti, quoi. Et dans le village, je m'arrête à la boulangerie, je discute avec la boulangère et je lui dis, mais vous êtes au courant que c'est un trompe-l'œil. Est-ce que vous ralentissez encore ou pas? Elle me dit oui, parce que souvent je pense un peu à autre chose. Et quand tout à coup mon œil voit ça, il prend peur. Et donc je ralentis. Donc ça passe même pas par le cerveau logique. Est-ce que vous vous rendez compte que ce village ralentit les gens sans leur retirer leur poing? C'est ça, je me suis demandé quand même en vous lisant, puisqu'on parle de psychologie et de psychiatrie, où était la frontière entre l'extravagance, sortir du cadre, la folie douce, la saine folie, etc., et puis le manque de structure qui conduit aussi parfois à des pathologies aiguës, hein, et elles existent aussi. Et dans quel univers sont ces gens-là? Vous l'abordez, hein, d'ailleurs dans le livre, à travers un livre qui vous a frappé, de cette folie qui parfois chez certaines personnes les fait vivre dans une autre réalité, mais complètement parfois aussi déconnante, hein, il faut bien le dire. Dès que vous vous intéressez à la pensée différente, vous allez flirter parfois avec des gens qui sont très fous. Hein. Mais en même temps, là où je me méfie de mes propres a priori, c'est que si j'avais été égyptien en moins 600 et que j'avais une discussion avec Eratosthène,
peut-être que je l'aurais pris pour un fou. Qu'est-ce que le fou? Ça pose cette question. Oui, et si j'avais été sur un quai au Portugal avec Gilles et Hans qui me dit « je vais voir derrière », pas sûr que je l'aurais pris pour quelqu'un de sensé. Parce que mes codes de référence à l'époque auraient été les mêmes que les autres. J'aurais été persuadé qu'on tombait derrière, ou qu'il y avait des monstres. Il faut beaucoup se méfier de ce qui a un statut de normalité. C'est très instable au cours de l'histoire. Pendant 1000 ans, quand même, partout en Occident, tout le monde est persuadé que le Christ est né d'une femme vierge. C'est un statut de vérité biologique. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, il y a la même proportion. Oui, c'est sûr. Mais c'est sûr. Donc, Et puis, si on se met à y penser vraiment, même en tant que chrétien, par exemple, je suis sûre qu'il y a des gens qui n'y ont pas vraiment pensé complètement en conscience à cette croyance. Non. La réinterroger véritablement en disant ok, j'y crois, mais je suis conscient que je crois à cette folle vérité. Quelque chose qui quand même ressemble à quelque chose d'étrange, quoi. Mais on a une capacité à intégrer dans la culture des choses complètement délirantes. Mais souvenez-vous, il y a quelques mois, on a un Premier ministre en France qui arrive devant une télé et des caméras télé et qui vous dit sérieusement, sans que les gens les fait interner, il dit vous pouvez prendre votre café assis, mais pas debout dans les cafés, parce que si vous êtes debout, vous êtes en risque de transmission du virus. Ça relevait quand même de la démence, quoi. Que le virus ne circule pas sur les gens debout, alors qu'assis, ça allait. Enfin, on nageait dans la pleine folie. Et puis, il y a eu au même moment, moi, je fréquentais des hôpitaux de fin de vie. Ma sœur finissait sa vie. Et sur les portes, je me souviens, dans son hôpital, il y avait marqué mettez des masques et des gants et tout ça, parce que même si vous êtes vacciné, vous pouvez transmettre. C'était inscrit en toutes lettres sur les portes, dans les services de fin de vie. Et pendant ce temps-là, vous aviez un gouvernement qui vous disait non, ça protège les autres. Donc, or, on était dans des dissonances cognitives où la France officielle soutenait des mots, disait des trucs complètement farfelus. En tout cas, qui étaient démentis dans les hôpitaux du service public. Et pourtant, bon, ça en a choqué quelques-uns, mais pas tant que ça. Et personne n'a dit, ce type est complètement fou allié, il faut le soigner. D'ailleurs, j'ai fait un podcast avec Laurent Gounel dans son livre Le Réveil. Il démonte en fait ces mécanismes à travers le roman, mais d'injonction paradoxale, d'instrumentalisation de la peur, etc. C'est assez intéressant. Ça annihile complètement. C'est pour ça que le grand ennemi de la pensée différente, c'est la peur. Si vous voulez bloquer la pensée différente, vous terrorisez les gens. À ce moment-là, ils ont instinctivement, ils se replient sur le connu. Et c'est pour ça que c'est aussi dangereux dans une société de gouverner par la peur. Même s'il y a un danger. Hein. Je ne suis pas en train de dire que le danger n'existe pas sur Terre. Bien sûr qu'il y a des dangers. Mais gouverner par la peur en période de danger, c'est dangereux. Parce que, en général, c'est le moment où les sociétés ont le plus besoin de pensées différentes. Et c'est le moment où très souvent, les pouvoirs politiques ont tendance à jouer contre le collectif. Je veux dire, l'arrivée de Covid aurait dû être une explosion de la pensée différente. On aurait dû réfléchir très différemment et abondamment. Dans tous les domaines. Oui. Non, mais c'est sûr. C'est sûr qu'il y a encore du chemin à faire. Alors, Alexandre Jardin, on approche de la fin de ce podcast. Avant de terminer, j'aimerais bien que vous nous parliez d'un autre maître qui vous inspire, qui est le destin véridique hors du commun d'un esclave africain, qui est Yasuke, le samouraï noir. Prodigieux. Qu'est-ce qui vous fascine chez lui ? C'est vraiment un sujet très fort que vous abordez là aussi.
Yasuke est un type qui, au XVIe siècle, vient du Mozambique, va être capturé et vendu sur un marché aux esclaves en Inde. Il est envoyé en Inde. Il va être acheté par des religieux catholiques qui vont l'emmener au Japon. Et là, il va devenir un très grand samouraï noir au XVIe siècle. Yasuke nous apprend que le déterminisme ethnique n'existe qu'autant qu'on le joue. Qu'on peut, au XVIe siècle, devenir un grand samouraï noir. Il est très dérangeant, hein, parce qu'il remet en question tous les discours, les déterminismes, les trucs, les machins, en expliquant que si, c'est comme ça, la fatalité. Yasuke devient, pour de vrai, un samouraï noir. C'est-à-dire, dans le pays, au monde le plus fermé. C'était pas des grands démocrates ouverts, les Japonais de cette époque. Personne ne rentrait au Japon. Et du coup, vous dites que la couleur d'un être humain ne dépend pas de la pigmentation de sa peau, mais de l'opinion qu'il en a. Mais oui. Les Américains n'ont jamais élu, quand ils ont voté pour Obama, ils n'ont jamais élu un noir à la Maison-Blanche. Ils ont élu un grand mec. Si je prononce le nom de Cocteau, par exemple, bon. Est-ce que le premier mot qui vous vient à l'esprit, c'est gay? Non, personne n'a jamais dit que Cocteau était gay. Il est tellement Cocteau qu'on sait qu'il est gay, mais est-ce que ça le caractérise? Non. Donc l'aventure identitaire peut être infiniment plus large que ce qu'on imagine. Un immense merci, Alexandre Jardin, d'être venu faire un tour dans Métamorphose pour nous raconter tous ces magiciens inspirants de votre vie, ces héros échappés du connu. Je rappelle le titre de votre livre, Les Magiciens, aux éditions Albin Michel, dans lequel on peut retrouver toutes vos Madeleines de Proust sous forme de protocole de désobéissance et de sagesse, certainement, pour s'ouvrir et pour ouvrir notre propre réflexion. Merci à vous et à bientôt. À bientôt. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h.